J'ai été pendant 2 ans photographe de mode, ce qui m'allait à peu près comme un soutien-gorge à une garde mobile. Enfin. Et qu'est-ce que ça fait aujourd'hui de travailler à l'endroit où vous avez grandi? Le lieu a changé, bien sûr, puisque ce qui était des chambres sont devenus des bureaux. Mais le travail que nous y faisons est la continuité évidente de ce qui s'y passait déjà dans les années 50, 60 et plus tard. Parce que moi, je suis restée à l'atelier travailler avec mon père pendant 15 ans, après les années 80. Pendant 15 ans, j'étais son assistante, c'est-à-dire que travailler avec lui, c'était très facile. Ce qui était un peu plus compliqué, c'est que lui faisait les plannings. Et qu'il répondait le matin au téléphone, je venais l'après-midi, et qu'il disait oui à tout le monde. Et quand j'arrivais à 14 h, il fallait détricoter tous ces emplois du temps qui étaient impossibles à suivre s'il avait suivi tous ces rendez-vous-là. Donc c'était juste le moment délicat. Sinon, le reste était absolument merveilleux de travailler avec lui. Oui, c'est vrai que c'est tellement différent aujourd'hui, on est tellement dans le travail quand même, hein, qu'il n'y a pas une énorme émotion qu'on peut avoir quand on retourne sur des lieux d'enfance où on est parvenu depuis très très longtemps. On n'a pas du tout ça, on n'a vraiment pas du tout ça à Place Jules Ferry, on arrive vraiment dans un atelier, dans un endroit de travail tout à fait organisé pour pouvoir répondre à Gaëlle quand elle nous demande des légendes de photos, pour penser au prochain livre qu'on fera dès que celui-là est sur les rails, etc. On est vraiment dans une optique d'atelier. Ma sœur avait sa chambre, enfin, à un certain moment, parce qu'on a changé un petit peu dans l'appartement. Elle avait une chambre qui était dans la deuxième loggia. Et effectivement, quand elle descendait de sa chambre, elle marchait sur les tirages, ou presque. Voilà. C'est-à-dire qu'il y avait, je le dis toujours, mais c'était un lieu d'artisanat. La photographie était pratiquée comme un artisanat, et il y avait le laboratoire sur place, il y avait la glaceuse. Quand on entrait dans notre appartement, ça sentait très fort l'hyposulfite et l'hydroquinone, qui sont les principaux produits chimiques utilisés pour les développements. On était imprégnés, on était comme des filles de boulanger qui rentrent en sentant la farine, quoi, c'était ça. Mais on était dans enfin moi, en tout cas, une totale indifférence à tout ça. C'était comme ça, c'était bon chez nous, voilà, notre père travaillait dans la photo, ça m'intéressait pas plus que ça, la photo. Et on était dans l'arrière-boutique. Mais pas tellement mêlé, si ce n'est que c'était un conteur, donc il racontait quand même beaucoup ses rendez-vous, c'est tout, on était très très mêlés à l'histoire de ce qui se passait, mais on ne partageait pas les tâches jusqu'à très très tard, en réalité. Cependant, vous étiez souvent les modèles de ces photos. À l'époque, il n'y avait pas d'agence où des enfants pouvaient louer des enfants pour la journée pour poser pour des photographies. Donc pour notre père, c'était facile, on était dans la maison, on posait. Ce qui était un petit peu plus difficile, c'était la longueur de la prise de vue. Parfois, on en avait un petit peu assez, et quand il nous disait c'est la dernière, il fallait compter une demi-heure encore. Mais c'est aussi parce qu'il se considérait, enfin, il ne se considérait pas, il vivait du fait d'être un illustrateur. C'était un moment où les photographes étaient représentés par des agences avec des boîtes thématiques, et les iconographes venaient dans les agences chercher des photos sur le thème des enfants en vacances, beaucoup d'enfants, parce qu'effectivement il y avait la presse communiste et la presse catholique utilisaient énormément de photographies de familles, d'enfants, etc. Donc bien sûr, ils nous avaient sous la main, on servait à ça, quoi. On était obéissantes. Je ne sais pas maintenant si la nouvelle génération sera aussi obéissante. C'est-à-dire on n'avait pas du tout la même idée de notre image qu'on peut avoir aujourd'hui. Ça n'avait aucune importance. Je veux dire, très tard d'ailleurs, même encore aujourd'hui, quand on me demande des autorisations de publier, franchement, il faut avoir très bon caractère quand on est fille de photographe. Il y a plein de photos que vous avez vu passer qui sont quand même à la limite du ridicule. Bon, c'était... Pas à la limite. Et même qui ont franchi la limite du ridicule. Bon, on les regardait, ça n'avait pas beaucoup d'importance. Il n'y avait pas une dimension de l'ego comme on peut la vivre aujourd'hui. Il y avait une bonne volonté générale, il y avait besoin de faire des photos, on les faisait.
Ça nous cassait un peu les pieds, il faut bien le dire. Ça pouvait être très amusant aussi par moments, pendant les vacances, au sport d'hiver. Mon père arrivait toujours avec du matériel absolument incroyable, des fumigènes pour faire des photos la nuit, des trucs comme ça. Ça pouvait être très amusant. C'était un peu longuet, mais tout ça se passait dans une espèce de simplicité totale. Comment est-ce que votre père est arrivé à Vogue, qui fait donc l'objet de notre dernier Vogue, livre donc c'était un contrat 1949-51, le contrat officiel. Il est allé parce que bon, il avait besoin de gagner sa vie, il avait 2 petites filles à nourrir, et donc il a pu signer par l'intermédiaire de son agence un contrat avec Vogue. Et là, c'était pour faire il y avait différents sujets, c'était la mode, et c'était un peu la vie culturelle, il y avait différentes choses. Mais au bout de 3 ans, quand même, ça l'a un petit peu fatigué. Bon, il avait comme complice Edmond de Charleroux, qui était rentré à peu près à la même période dans ce journal, qui est devenue ensuite rédactrice en chef. Et ils ont travaillé en belle complicité pendant des années. Et après ces 3 années-là, oui, il a continué, mais sans la mode. J'ai lu le contrat qu'il avait signé après, il demandait à ne plus faire de mode. Le contrat qu'il avait avec Vogue, c'était un contrat d'exclusivité ou il faisait d'autres choses en même temps? C'était un contrat d'exclusivité, mais franchement, à voir tout ce qu'il a fait dans l'année 49 et 50, il ne l'a pas vraiment respecté à la lettre. C'est l'année où est sorti la banlieue de Paris. La banlieue de Paris, 49. Ah, oui. C'est drôle comme... Mais ça avait été fait avant. Mais par contre, l'Alsace qu'on a fait avec vous, c'est cette année-là que tout est né, quoi. Hein. Bon. Vous en dites un peu plus sur cette collaboration avec Vogue? Alors nous, on a toujours entendu cette espèce de côté désabusé pour parler de son travail avec Vogue, l'impression qu'il avait fait fausse route à ce moment-là, que c'était des années un petit peu perdues, etc. Et puis, tout de même, à chaque fois qu'on voyait passer des photos de Vogue, en particulier des bals mondains, mais aussi de la vie culturelle à Paris, c'était des photos d'un photographe de 35 ans qui avait la pêche, qui était vraiment au mieux de sa forme, et on trouvait que c'était quand même très très bien ce travail dont il parlait d'une façon si méprisante. Et donc, on se souvenait aussi des parutions, parce que, bon, en 49, moi j'avais 2 ans, mais enfin, il est resté quand même quelques années après, et j'avais des souvenirs vraiment d'enfance de ces numéros de Vogue qu'on voyait arriver à Montrouge. C'était très beau, c'était une revue absolument splendide. Hein. Condé Nast était quand même tête de gondole à l'époque, hein, dans les magazines luxueux. C'était splendide. La mode, c'était les grands photographes américains, c'était Irving Penn, c'était vraiment le mieux du mieux. Et on avait ce sentiment-là, déjà, même petite fille, on voyait un monde particulier, le monde de l'excellence quand même. Hein. Et donc, nous tournait dans la tête l'idée d'aller se rebalader un petit peu du côté de ces photos-là. Ce qu'on a pu faire grâce à Caroline Berton, qu'on a rencontrée au début des années 2010, et qui nous a proposé de venir dans son bureau de Condé Nast à Paris, voir tous les exemplaires de Vogue. Et alors là, moi j'ai passé plusieurs jours à photographier d'ailleurs les pages de Vogue et tout ça, et en me disant que mes souvenirs étaient les bons, que c'était absolument formidable et que le travail que lui avait fourni pour Vogue était vraiment intéressant. Alors là, on s'est mis au boulot. Et puis, on a eu un problème, c'est qu'on avait beaucoup trop d'images et qu'on se demandait comment les articuler. Et là, c'est toi, Annette, je crois, qui a retrouvé un texte d'Edmond, hein, justement. Oui, mais c'était extraordinaire parce que moi, je suis passionnée des archives. Alors, je suis dans mon bureau, dans les archives, longueur de journée. Et par chance, j'avais revu un petit peu, je relisais un peu toutes les interviews de notre père, enfin toute la presse qui bien rangée aussi, depuis 1940 et quelques, jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, il y aura le dossier Flammarion dans mes boîtes. Et le miracle a lieu, c'est-à-dire que je trouve un Paris Match et dans lequel, au décès de notre père, en 1994, Edmond de Charleroux était interviewé sur son travail, leur collaboration. Et là, c'était extraordinaire parce que défilait le projet du livre dans cette interview où elle expliquait leur façon de travailler, leurs rencontres. Et c'était tout à fait... Et d'ailleurs, elle termine l'article en disant il y aurait un très beau livre à faire. C'est vrai. Bon, ça, voilà. C'était fort. Ben, il est là. Voilà.
Et ils ont commencé à partir sur des reportages dans des grandes villes, c'est ça, après-guerre. C'était leur première collaboration. Alors ça, elle disait. Alors moi, Edmond, je l'avais rencontré au Festival du Livre à Bordeaux il y a quelques années, et on avait reparlé de ça. Et elle m'avait dit, oui, on l'entendait toujours dire que c'est balmondain, la mode, etc. D'abord, de Brunoff ne l'avait pas fait venir du tout pour la mode. Il faisait quand même des choses qui l'intéressaient beaucoup, la danse, les spectacles et tout ça. Et puis moi, je l'ai vu très souvent comme un enfant dans la vitrine du Père Noël. Et c'est vrai qu'il y a de ça dans les photos. On voit qu'on lui ouvre la porte d'un monde fabuleusement photogénique. Et quand même, c'est un photographe qui jubile hein, aussi. Alors, il y a une conscience de classe qui fait qu'il y a une petite distance. Il ne pactise pas avec ce monde-là, ça se voit. En particulier, il y a une photo qui s'appelle Les potins d'Elsa Maxwell, où on voit un œil quand même très critique et très incisif vis-à-vis de ce milieu-là, qu'il trouve un peu frelaté. Mais il y a aussi la jubilation d'un sujet extraordinaire à photographier. Et donc, oui, on s'est retrouvé face à des archives beaucoup plus riches même qu'on ne l'imaginait, parce que de Brunoff, par exemple, on est dans l'immédiate après-guerre. Et de Brunoff a l'idée d'envoyer Edmond pour le texte, mon père, notre père, pour la photo, dans les principales villes de France pour faire un état des lieux. Donc il y a Lille, Marseille, Lyon et Bordeaux. Et on a une espèce de trombinoscope de la bourgeoisie locale, mais aussi les villes telles qu'elles sont dans ces années-là. Et c'est magnifiquement photographié. Ça fait l'ouverture du livre et je suis vraiment très très heureuse de ces chapitres-là parce que ce sont des photos alors pratiquement jamais vues. Lille, quelques-unes ont été publiées, mais vraiment les autres villes, c'est des photos pratiquement jamais publiées depuis. Et c'est un matériel magnifique, là. Donc dans le livre, on a les reportages sur les villes, on a aussi les bals mondains dont on a vu quelques images, mais il y a aussi toute cette actualité culturelle hein, qu'il a couvert pendant toutes ces années. Votre père était très ami notamment avec Prévert, avec qui oui, très ami. Il se baladait beaucoup. Ils se sont beaucoup promenés et ils ont fait des photos, mais pas de livres par contre. Ouais, c'est vrai. Pas de livres ensemble, mais beaucoup de photographies. Ouais. Et il parcourait Paris la nuit, c'est ça? Pas trop la nuit, non, pas trop avec Prévert. C'était avec Robert Giraud. Oui, avec Robert Giraud. Avec Prévert, c'était dans la journée plutôt. Et ils aimaient se faire découvrir des lieux que l'un ou l'autre ne connaissait pas, c'est sûr. Parce que les Halles, il passait beaucoup de temps aux Halles, hein, votre père. Les Halles, pas avec Prévert. Pas avec Prévert, non, mais en revanche, il allait la nuit, se levait très tôt. C'est ce que vous me racontiez quand on avait fait le livre quand il a appris sur que les Halles allaient disparaître, pour lui c'était un crève-cœur terrible et il voulait laisser une trace de ce qui était beau et de ce qui allait être démoli. Et là, il se levait à 4-5 heures du matin, 2 fois par semaine, pour aller prendre ses photographies. Il y a eu une exposition, il y a eu un livre, chez vous aussi, chez Flammarion, sur les Halles. Il faut dire que les Halles, il y trouvait exactement son miel. Hein. Les Halles, c'est vraiment le lieu du Paris populaire. C'est un petit théâtre. C'est un théâtre qui se monte, c'est des tréteaux qui se montent toutes les nuits et puis qui se défont au matin. C'est une population comme il l'aimait, quoi. Vraiment des gens complètement vrais, vers qui, à l'époque, les objectifs ne se tournaient pas du tout. Il y était très heureux au Halles. Et c'est une dimension de la photographie qui était très importante pour notre père, c'est-à-dire inscrire les décors, inscrire ce qui va disparaître, sans nostalgie, c'était pas du tout un nostalgique. Mais, et puis avec un côté un peu rebelle aussi, parce qu'il n'aimait pas ce qui se préparait au Halles, il n'aimait pas l'espèce d'énorme campagne de dénigrement de la saleté du cœur de Paris, etc., pour arriver à vider le ventre de Paris de ce lieu. Et donc c'était sa façon de militer discrètement, en faisant pendant des années comme ça des photos de ce qui était menacé. Et d'être aux côtés des plus faibles, des plus démunis face aux autorités publiques qui avaient décidé d'avoir la peau des Halles, quoi.
Donc c'est vrai que ça a été un travail très très important pour lui. Et bien entendu, il était beaucoup plus à l'aise avec les marchandes des Halles ou avec la population de la nuit qui se promenait aux Halles qu'avec les marquises et les duchesses de Vogue. Mais c'était justement dans les années 49-50 où il était soi-disant en exclusivité pour Vogue, c'est dans ces mêmes années-là qu'il photographiait les Halles. Et sans commande, il y allait de son. Ah ça c'était, il s'auto-commandait beaucoup de choses. Oui. Ah oui, il a fait beaucoup de travail sans commande, et heureusement, parce que le directeur de l'agence lui avait dit à l'époque, quand il se passionnait pour la banlieue, notre père, mais arrête Robert de faire des photos comme ça, plutôt des choses vendables. Oui, simplement que maintenant, ce livre, on ne le trouve plus, il est épuisé, la banlieue de Paris, avec Bessandra, et c'était l'année 49. Ouais. Et c'est ce que avec le contrat Vogue, même année. Ouais. Mais d'ailleurs, lui, il disait que à la fin de sa vie, où il a eu vraiment la chance de connaître quand même le très grand succès pendant une dizaine d'années, ce qui n'est pas le cas de tous les photographes, lui, il a quand même pu voir tout d'un coup, rencontrer vraiment des gens qui ont aimé, adoré ses photos. Et il disait, mais ce qu'on appelle mon œuvre, ce qui était d'ailleurs pas dans sa terminologie personnelle, mais ce qu'on appelle mon œuvre, c'est simplement du temps volé à mes employeurs. Parce qu'il y avait toujours ça, il y avait toujours le relais flex un petit peu en biais, comme ça, au cours de commande, pour arriver à faire ce que lui avait envie de faire. On est tout le temps aussi dans le grand écart. Hein, quand on a fait Palm Springs, par exemple, qu'on nous dissuadait beaucoup de faire, en disant mais c'est pas les choses intéressantes. Bon, moi je trouve que c'est très très intéressant qu'en 1960, ils se mettent à photographier en couleur pour un journal américain qui est Fortune. Alors pareil, à côté de la commande, parce que pour Fortune, il part pour faire la construction des grands golfs dans le désert du Colorado. Et ce qu'il ramène, c'est une espèce d'étude ethnographique des milliardaires qui s'installent dans des maisons qui petit à petit d'ailleurs vont devenir des architectures de rêve aussi. Hein. Donc cette espèce de témoignage ethnographique malgré lui, il le pratique en permanence, il le pratique au Halles, il le pratique à Paris, il le pratique en banlieue. Et dans le fond, Vogue, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est les villes d'après-guerre, mais c'est aussi une société particulière à laquelle dont il assiste au redéploiement de la fortune. Hein. L'argent revient en France et les très riches de France veulent montrer leur magnificence. Et donc les fêtes qui sont données, ben, il n'y en aura plus après les années 50. Il y a toujours certainement des grandes fêtes dans Paris, mais de cette dimension-là, non. Et donc, il sait qu'il assiste à quelque chose qui, ethnologiquement, est quand même très intéressant. Donc, c'est ça aussi qu'il photographie. Et il sentait justement que ça allait disparaître ? Je crois qu'il avait... C'était quelqu'un qui avait un regard très distancé sur les choses. Et qu'il avait des pressentiments très forts, un jugement très fort. Il voulait toujours dire que sa photo n'était surtout pas intellectuelle et pas de ça. Il était beaucoup plus intelligent que ça, certainement. Et donc, oui, je crois qu'il répertoriait quand même ce qui allait disparaître, qu'il avait un sens du fugitif aussi, vraiment, qu'on sent très bien dans ses images, et que ses photos ont une profondeur, même si elles semblent toujours faites avec beaucoup de désinvolture. Mais ça, pour moi, l'explication, c'est que c'est un artisan achevé. C'est-à-dire, c'est vraiment quelqu'un qui a fait une école de graphisme, et après appris avec des appareils très difficiles. Le matériel était très difficile à manier à l'époque, sur le tas en permanence, et que donc, l'appareil photo est le prolongement de sa main. Il a une aisance complète, au point de casser les codes qui sont en vigueur, les codes esthétiques qui sont en vigueur dans ces années-là. C'est-à-dire que quand il travaille chez Renault, hein, il est viré juste avant la guerre, en 1939, c'est 35-39. Quand il travaille chez Renault, sur ses photos, on voit qu'il a vu des photos constructivistes. Il y a une construction très très visible, très évidente sur ces photographies d'industrie. À partir du moment où, donc après, il travaille pour lui, il travaille ou pour Vogue ou dans la rue, enfin, il casse ça complètement. Il ne veut plus jamais que la forme
domine le fond. Mais il y a une forme, pour qui sait lire la photographie, enfin je pense que vous êtes dans ce cas-là, pour qui sait lire l'image, pour les graphistes, pour les gens du livre et tout ça, il y a une forme qui est évidente, il y a une construction qui est très très forte. Donc il y a ça, il y a cette aisance complète à produire des images qui sont des images utiles. Il y a très peu sur ces planches de contact, il y a très peu de déchets. Et en même temps, de ne pas perdre de l'œil intellectuellement le fond de l'histoire qui est, effectivement, on regarde tout ce qui va disparaître, le monde est fugitif, on est nous-mêmes de passage, témoignons. On ne peut pas parler de Robert Doisneau sans le baiser de l'hôtel de ville. Donc c'est avec cette photo-là qu'il y a eu un basculement quand elle a commencé ce qui est arrivé à cette photo, personne ne pouvait l'imaginer. Et c'est une aventure extraordinaire, c'est-à-dire que c'est une photo alors là qui dépasse complètement tout ce qu'a voulu faire le photographe, ce qu'ont voulu faire les diffuseurs, et tout ça, ça devient effectivement un symbole, c'est une icône. Je vous disais que je n'ai pas d'émotion particulière en venant travailler à l'atelier le matin, qu'en remuant les images de mon père non plus, je veux dire on est dans une recherche d'efficacité et d'intérêt du travail. Mais alors par contre, quand après cet horrible drame du Bataclan, on arrive place de la République et que 2 jours après, il y a le baiser de l'hôtel de ville qui est placardé dessus avec même pas mal, enfin là c'est absolument incroyable. Ça c'est quand même absolument incroyable de penser que cette photo peut arriver à symboliser effectivement la liberté de la ville, notre liberté à nous, quoi. Donc on peut pas, moi je veux pas avoir de jugement esthétique sur cette image-là, ça m'intéresse pas. C'est une aventure incroyable. Alors nous, notre boulot, je trouve, c'est de la faire oublier un petit peu, de montrer ailleurs. Tu parles de liberté, tu parles d'amour, mais il y a aussi l'amitié et l'humour qu'il y a dans toutes les photos, dans tout ce qu'a fait votre père. Et il y a cet ensemble de photos qu'il a faites avec Maurice Baquet, que j'adore. Ils ont travaillé pendant 30 ans à un projet de livre, sans avoir d'éditeur, et d'ailleurs à chaque fois que Raymond Grosset, le directeur de RAFO, proposait le projet à un éditeur, c'était refusé. Mais ça ne les décourageait aucunement. Ils ont continué à travailler. Il y a un nombre de maquettes d'ailleurs à l'atelier qui est assez considérable. Ils remaniaient, ils continuaient, ils s'amusaient comme des fous, ils travaillaient comme des fous, parce que c'est formidable, ces deux amis dans la fantaisie complète. C'était des bosseurs, mais vraiment c'est incroyable. Hein. Mais ils se sont retrouvés à New York, ils se sont retrouvés, enfin ils ont fait voyager ce vélo. C'est grâce à Maurice. Maurice faisait une tournée à New York de La Plume de ma tante, qui était un spectacle de Robert Derry, qui a eu énormément de succès aux États-Unis. Il y est resté 6 mois. Et quand il est arrivé à New York, il a immédiatement téléphoné à notre père en disant « il faut absolument que tu viennes, il faut qu'on fasse des photos ici, ça serait trop bien, etc. » Donc à ce moment-là, les photographes ne voyageaient pas aussi facilement qu'aujourd'hui, c'était tout un truc, un voyage à New York. Et donc Raymond Grosset a cherché des commandes. L'agent, le fondateur d'ailleurs de l'agence RAFO, qui était installé à New York, Charles Rado, a cherché dans la presse américaine des commandes pour que mon père puisse aller là-bas. Il a trouvé plusieurs commandes, dont Palm Springs pour Fortune. Et c'est comme ça. En réalité, ce n'était pas du tout les milliardaires américains du désert du Colorado qui l'intéressaient, mais c'était d'aller retrouver son copain Maurice pour faire des photos. Et ils ont passé 3 jours ou 4 jours, hein, pas très peu de temps ensemble à New York. Chose merveilleuse, il s'est mis à neiger, donc c'était encore plus photogénique. Et ils ont réalisé un nombre de photos absolument extraordinaires tous les deux. Ouais. Super. Pour rien. À ce moment-là, pour rien. Pour leur plaisir. Ouais. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous êtes dans l'atelier, vous découvrez encore des choses? Oui, on découvre encore des choses. On connaît bien les archives. D'abord, elles étaient quand même extrêmement organisées déjà du temps de notre père. Hein. C'est pas quelqu'un qui laissait des fracs de photos. Mais, par exemple, notre dernier livre, là, Les années Vogue, quand on voyait une double page d'une photo dans Vogue, on allait rechercher dans les planches de contact et puis dans les
négatif. Et là, on retrouvait, en général, une journée complète de prise de vue. Le tournage, par exemple, d'Anouk Aimée, c'est une série de photos que j'adore, vraiment. Le tournage du Rideau cramoisi avec Anouk Aimée et Jean-Claude Pascal, on aurait pu faire un petit livre dessus, tellement le matériel était riche. Beaucoup du matériel était comme ça. Donc, bien entendu, il va y avoir la photo qui a été publiée, qui va nous mettre sur la piste des autres, et dans les autres, on en découvre des qui n'ont jamais été, même quelquefois, jamais tirés. On a eu la chance aussi d'avoir la complicité d'un pitcher editor de Condé Nast, il y a quelques années, qui nous a envoyé des fichiers numériques de photos qui avaient été faites pour Vogue américain, parce qu'il y avait Vogue France, mais Vogue américain qui ne publiait pas forcément les reportages à l'identique. Et on est tombé sur une photo dont on n'a même pas le négatif, qui est pour moi une photo absolument splendide de cette femme dans sa robe blanche avec son diadème comme ça, qui a l'air d'un autre siècle complètement. Alors c'est un plaisir fou ça, bien entendu, quand on tombe sur des images qu'on ne connaît pas, qui sont très bonnes, dont on sait tout de suite identifier que c'est des très bonnes images, ben, ça justifie le fait qu'on passe tant d'heures tous les jours dans notre appartement d'enfance. Ce qui pourrait paraître un petit peu excessif par moment peut-être. mais si, on fait encore des trouvailles, oui. Eh bien, on est presque dans le baby blues, hein, parce que quand même ça a été un gros projet ça. Ouais. Et vraiment, je suis très reconnaissante à Gaëlle, parce que on pouvait, avec ce sujet-là, il ne fallait pas faire un petit livre. Autant les Halles, l'Alsace, etc., ça pouvait être dans des petits formats, autant là, il fallait vraiment que ça soit un gros album comme le Paris dans sa première mouture, quoi. On est dans ce qu'on savait faire de mieux, et je trouve que Flammarion a admirablement accompagné ce projet, quoi. Jusqu'à l'impression d'ailleurs, hein, parce que on a du mal parfois. L'impression du noir et blanc, c'est diabolique. C'est vraiment très difficile à réaliser. Et là, je trouve qu'ils ont fait un travail à Vérone absolument formidable aussi. Ouais.